Bonjour, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous allez mieux que moi. Alors aujourd'hui, je vais terminer le cours de SES. Je vais terminer comme ça en vidéo, hein. Comme vous le savez, je suis positif au Covid-19, un peu malade, et donc je ne peux pas venir vous faire cours en présentiel. Bon, l'un des avantages à être confiné depuis plusieurs années maintenant, c'est que je commence à avoir pas mal de ressources de déjà prêtes, hein, sur un certain nombre de chapitres, et notamment la fin du chapitre qu'on est en train de faire, c'est un chapitre que j'avais déjà traité en distanciel lors des années précédentes, donc je vais pouvoir extraire une grande partie du traitement des documents qu'on va faire ici, de vidéos qui datent en fait de l'année passée. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous étonner si vous avez des sauts dans le temps entre ma tête là présente et ma tête de l'an passé. Voilà, mais évidemment, les passages que je mettrai plus anciens, ça porte sur des parties du cours qui n'ont pas été modifiées, et je referai en direct les passages qui auront besoin de l'être. Donc là, pour aujourd'hui, on termine l'étude des documents jusqu'à la synthèse, et pour la semaine prochaine, vous aurez donc la synthèse à réaliser vous-même, et... et le vocabulaire aussi à apprendre. On refera une séance ce vendredi où là, on va travailler un petit peu plus la méthode. Vous avez un exercice de méthode dans votre dossier documentaire, donc c'est là-dessus qu'on va se baser, mais là, pour l'instant, on se concentre sur le cours. Je vais repartir un petit peu en arrière, puisque c'est des choses que j'avais déjà faites en vidéo. Comme il y avait beaucoup d'absents déjà la dernière fois, je vais repartir au début de la dernière partie, hein, donc la troisième partie du cours, où on commence à s'interroger sur l'effet des sondages sur le fonctionnement des démocraties. Donc je vais repartir en fait du grand 3. Alors attendez, laissez-moi retrouver. Le titre du grand 3, les sondages modifient-ils le fonctionnement des démocraties? Et on avait fait le grand A, l'influence des sondages sur l'opinion publique et la démocratie. Et petit 1, les sondages peuvent créer des effets d'amorçage qui influencent le public. Donc ça, on l'a fait en cours la dernière fois, donc c'est plutôt pour ceux qui étaient absents, et ceux qui étaient déjà là peuvent déjà avancer, du coup pour avoir juste la nouveauté du cours, ils peuvent avancer la vidéo d'une dizaine de minutes pour qu'on en arrive justement au petit 2. Ah oui, aussi, très important, ne faites pas attention au numéro des documents que je vais dire dans les anciens passages. Évidemment, il y a eu des modifications en tout cas sur le nombre de documents. On a fait plus de choses là cette année sur les premiers documents. Donc du coup, les numéros sont pas bons. Évidemment, vous vous référez au titre des documents. De toute façon, je les affiche à chaque fois. Donc les documents, on les prend à la suite dans le dossier documentaire. Il n'y a pas de raison que vous soyez perdu, hein. C'est que ça commence à faire un moment maintenant qu'on utilise en classe des dossiers documentaires. Donc voilà, faites juste pas attention aux numéros que j'énonce. Regardez simplement les documents en eux-mêmes. Voilà, on est parti. Grand 3, les sondages modifient-ils le fonctionnement des démocraties? Grand A, l'influence des sondages sur l'opinion publique et la démocratie. Et petit 1, les sondages peuvent créer des effets d'amorçage qui influencent le débat public. Comme d'habitude, vous prenez avec vous votre dossier documentaire, et la trace écrite du cours sera entièrement sur le NT et sur le site internet. Là, ce qui est important, c'est de comprendre. Donc, on va prendre ensemble le document 10 qui s'appelle l'effet d'amorçage, et lisons-le ensemble. L'effet des sondages sur l'opinion publique est un thème largement débattu en sciences politiques. Les chercheurs sont parvenus à montrer que si les sondages ne suffisent pas à fabriquer de toutes pièces une opinion publique, le fait de réaliser des sondages régulièrement sur tel ou tel sujet pouvait induire un certain conditionnement dans l'opinion publique. C'est ce qu'on appelle l'effet d'amorçage. Des sondages répétés sur certaines questions vont faire penser à la population qu'il s'agit d'un thème majeur, et cela peut avoir des conséquences sur la perception par la population des dirigeants politiques. Si par exemple, lors d'une campagne électorale, les médias commandent et évoque de nombreux sondages sur la question de l'insécurité, alors les électeurs risquent de juger les candidats par rapport à leur discours sur cette question. On considère habituellement que ce phénomène s'est produit en 2002, lors de la campagne présidentielle. De très nombreux sondages sur le sentiment d'insécurité ont été réalisés au cours de la campagne, ce qui a rendu l'opinion publique très sensible à cet enjeu. Le candidat Jacques Chirac, considéré comme plus crédible que son adversaire Lionel Jospin sur ces questions de sécurité, a donc tiré profit de cette modification de l'opinion publique, ce qui peut expliquer sa victoire finale. Alors, plusieurs questions, on va les faire dans l'ordre comme d'habitude. Premièrement, première question, mais question 10, on vous demande pourquoi les sondages ne suffisent-ils pas à fabriquer de toutes pièces une opinion publique? L'idée qu'il faut bien comprendre là, c'est que ce qu'on a montré précédemment dans les limites des sondages, c'est qu'effectivement les sondages, ils peuvent
influencer l'opinion publique, et surtout il faut faire attention à la façon dont ils sont rédigés, de façon si les questions sont orientées. Il faut aussi faire attention à l'interprétation qu'on en fait. Si des fois on a tendance à tirer le sens d'un sondage vers quelque chose qu'il ne dit pas vraiment, il faut aussi faire attention à la marge d'erreur. Mais une fois qu'on fait attention à tout ça, déjà, si on fait appel à un institut de sondage sérieux, normalement ils sont censés faire attention à tout ça, il faut quand même garder à l'esprit qu'un sondage, il ne peut pas inventer une opinion. C'est-à-dire que si je vous interroge sur qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle question, même si j'essaie de biaiser la question, etc., il y a un moment donné où je ne vous force pas à répondre quelque chose. Vous savez ce que vous pensez. Donc le sondage, il faut quand même... Il a des pouvoirs d'influence, mais il faut quand même aussi garder ça dans des proportions, dans le sens où les sondages ne sont pas tout puissants, ils vous forcent pas à changer d'avis si vous n'avez pas envie de changer d'avis. Donc ils sont quand même un outil de mesure de l'opinion publique. Ce qui va plutôt être intéressant, c'est justement pas l'effet qu'ils vont avoir sur la création de l'opinion, enfin sur ce qu'on pense d'une question, mais plutôt l'effet qu'ils vont avoir sur en quoi cette question qu'on est en train de se poser est importante. Et c'est ce qu'on va voir dans la question suivante, question 11. Comment le recours fréquent au sondage peut-il influencer l'opinion publique ? Et justement, c'est ce qu'il montre dans le texte, c'est que si on a beaucoup de sondages qui sont réalisés sur une même question, beaucoup de sondages qui sont réalisés et publiés sur une même question, eh bien, au bout d'un moment, on va commencer à se dire que cette question-là est importante, que c'est important de se la poser, que tout le monde a un avis sur cette question-là. On avait vu précédemment que par exemple, tout le monde n'a pas d'avis sur tout et que, sur la politique allemande, par exemple, tout le monde n'a pas forcément un avis là-dessus. Mais à force de voir des sondages toujours sur un même sujet, même si c'est un sujet qui ne nous intéresse pas initialement, comme les sondages sont très présents, ça peut quand même forcer un problème dans le débat public. Et donc là, dans l'exemple du document, ils nous parlent de l'exemple de l'insécurité. Ils nous disent qu'effectivement, si on a beaucoup de sondages sur la question de l'insécurité, du coup, on va penser que c'est important. Et on pourrait penser à plein de problèmes. Souvent, chaque parti politique a un petit peu ces questions qu'il met souvent en avant. Mais si on fait beaucoup de sondages sur l'immigration, par exemple, on va commencer à penser que c'est le sujet le plus important en ce moment. Et donc, ça va favoriser tel ou tel parti. De la même façon, si on fait plein de sondages sur la dette publique ou sur telle ou telle question, ça participe à crédibiliser en fait ces questions-là. Et là, je vous parle de problèmes ou de questions, mais c'est exactement la même chose avec les individus politiques. Si je commence à faire des sondages de type pensez-vous que telle personne ou telle personne ferait un bon président de la République ou une bonne présidente de la République, même si au début, initialement, vous n'avez pas d'avis sur cette personne-là, au bout d'un moment, à force de voir tous les jours des sondages qui vous demandent ce que vous en pensez, et puis des gens qui se positionnent, oui, moi je pense qu'elle ferait une bonne présidente, ou moi non, etc. Et on va finir par se dire, oui, non, mais c'est normal, en fait, cette personne-là est légitime, elle est au moins présidentiable. D'accord ? Donc ça va pas me... Il faut bien voir l'effet d'amorçage, c'est ça, c'est que l'idée que le sondage, il va pas me faire changer d'avis sur telle ou telle personne. Par exemple, je vais pas me dire, ah non, mais telle personne, avant, j'aimais pas du tout, mais maintenant, j'adore. Par contre, me dire, avant, je pensais même pas que cette personne pourrait se présenter au présidentiel, et visiblement, comme je vois des sondages partout, c'est apparemment possible que cette personne se présente au présidentiel. Voilà, ça va me la faire envisager. Ensuite, questions 12 et 13, on parle d'une question de la bataille de l'opinion. On parle parfois d'une bataille de l'opinion que se livreraient les différents acteurs de la scène politique. Que peut signifier cette expression ? La bataille de l'opinion, c'est une expression qu'on utilise couramment simplement pour dire que en fait, les personnalités politiques essayent d'avoir l'opinion publique avec eux. Essayent de faire en sorte que l'opinion publique soit d'accord avec eux. Et du coup, ils vont tout faire pour essayer d'influencer l'opinion publique et de la ramener à leur position. Et ça, c'est ce qu'on demande dans la question 13, est-ce qu'il n'y a que les sondages pour mener la bataille de l'opinion ? Non, bien sûr que non, il n'y a pas que les sondages pour mener la bataille de l'opinion. En fait, tout ce qui va pouvoir influencer l'opinion publique rentre dans cette bataille de l'opinion, donc ça peut être des meetings, des manifestations, des pétitions, des prises de parole dans les médias, que ce soit au journal télévisé, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des personnalités politiques qui viennent sur TikTok, sur YouTube... Jean-Luc Mélenchon, Florent Philippot sont des personnalités très présentes sur les réseaux sociaux. Donc, il y a plein de moyens par lesquels on va essayer d'influencer l'opinion publique pour faire connaître ses idées et, en fin de compte, récolter des votes. C'est ça le but. Voilà, donc ce qu'on va retenir tout ça, donc là, il y a...
Je vais résumer un peu l'idée principale de ce document-là et ce qu'il faut retenir. L'utilisation des sondages n'est pas neutre et peut influencer l'opinion publique sur les questions à se poser. En effet, même si le sondage ne fabrique pas de toutes pièces l'opinion publique, il provoque un effet d'amorçage en donnant de la crédibilité à une question ou à une personnalité politique par le simple fait d'en parler. Par exemple, commander un sondage sur l'insécurité ou sur le droit à la PMA peut orienter le débat public en donnant de l'importance à une question qui n'était peut-être pas primordiale pour les individus. De la même façon, si un homme politique est de plus en plus souvent inclus dans les sondages, cela participe à construire sa crédibilité aux yeux des votants. Au passage, j'attire votre attention sur un petit point, dans les synthèses, mais dans les à retenir là à chaque fois. J'ai fait vraiment attention d'essayer de respecter au maximum la forme des paragraphes AEI que je vous demande de respecter dans les argumentations. Comme ça vous donne des exemples de à quoi ça doit ressembler un paragraphe argumenté. Donc comme vous voyez ici, dans le à retenir qu'on vient de faire, on a bien les trois phases A, E et I. Avec A, l'utilisation des sondages peut influencer l'opinion publique. Le E, j'explique en quoi ça influence, bah oui, parce que ça donne de la crédibilité. Et ensuite, j'ai deux illustrations, I1 sur les questions et I2 sur les personnalités politiques. Et donc là, j'ai une structure en A, E, I1, I2. Et c'est tout à fait possible d'avoir deux exemples pour un paragraphe AEI. On a fini pour ce petit 1, maintenant on passe au petit 2. Les sondages peuvent influencer les stratégies des acteurs politiques comme des votants. Donc là, on va passer au document suivant. J'ai plus le titre du document 11. On commence par le lire ensemble et puis on va répondre aux questions comme d'habitude. Tous les jours, un nouveau sondage est publié pour éclairer cette élection présidentielle. Tous les jours, les journalistes commentent tel décrochage, telle remontée, telle stagnation, un peu comme un commentaire sportif, comme une course de lévrier ou un marathon qui durerait 4 mois. Les sciences politiques ont bien sûr l'habitude de discourir et théoriser sur le sondage. Il est d'abord question de méthodologie, de la formulation des interrogations, de la façon de les administrer, de la marge d'erreur, de tout cet arsenal technique qui a fait dire à certains que l'opinion publique n'existe pas. Pierre Bourdieu. Mais bien vite se pose la question de l'impact éventuel des sondages et de leur publication sur le comportement des électeurs. Depuis bien longtemps, l'interrogation suivante, le sondage fait-il l'élection, surgit à chaque cours dans les amphithéâtres d'études politiques. Au niveau des électeurs, cet effet est dévastateur pour le premier tour, voire pour la politique. Car le sondage semble désormais servir de premier tour. Combien, lors d'entretiens dans les travaux de type qualitatif, affirment calculer leur vote au regard du second tour ? Interview. Les sondages disent que c'est face à Emmanuel Macron que Le Pen est la plus faible, alors je vais voter Macron, même si au départ je voulais voter pour Hamon. Entretien d'un étudiant, 23 ans, le 26 février à Paris. Le sondage crée ce vote dit utile dès le premier tour, il l'amplifie considérablement, il le consolide, il empêche presque de faire de la politique, de faire campagne, tant il enlève aux militants et sympathisants l'espoir dans une bataille à livrer. Nous retrouvons ici l'effet bandwagon, par la stimulation d'un comportement grégaire des individus qui fait converger les électeurs vers le candidat en tête. Petit point de vocabulaire, un comportement grégaire, c'est un comportement de troupeau, un comportement moutonnier, un comportement où tout le monde va faire la même chose. Face à cet effet bandwagon, il y a son pendant nommé l'effet underdog qui consiste à secourir le perdant. Il pousse les électeurs à se mobiliser pour le candidat à la traîne dans les sondages. Cet effet peut bien sûr stimuler les électeurs d'une Marine Le Pen qui sera probablement au second tour et faire pression pour faire mentir les sondages. Ce ne serait pas la première fois. Quoi qu'il en soit, cet effet qui bénéficie pour l'instant à Emmanuel Macron est, lui, le reflet quasi exclusif d'une dynamique médiatico-sondagière. Et on a ensuite un extrait de sondage qui a été fait en avril 2017 sur les prévisions au second tour des présidentielles, et donc qui était fait avant ce second tour-là. D'ailleurs, ce n'est pas exactement les résultats qu'il y avait au second tour, parce que là, on peut voir que dans le résultat du sondage, on a 61% pour Macron et 39% pour Marine Le Pen. Là où dans la réalité, c'était environ 66% pour Emmanuel Macron et environ 33% pour Marine Le Pen. Alors, les questions qu'on va se poser ici, c'est question 1, pourquoi l'étudiant interrogé envisage-t-il de voter pour Emmanuel Macron au premier tour ? Là, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'il disait dans son interview, l'étudiant qui est interrogé, là, de 23 ans, c'est qu'initialement, il voulait voter pour Benoît Hamon, mais que finalement, il va voter pour Emmanuel Macron. Et la raison qu'il explique ça, c'est parce qu'il ne veut pas que Marine Le Pen soit élue. Du coup, on pourrait se demander, mais pourquoi du coup, il ne vote pas pour Benoît Hamon, parce que Benoît Hamon, c'est aussi un concurrent de Marine Le Pen. Il pourrait très bien voter
contre Marine Le Pen en votant pour Benoît Hamon. Et là, la réponse à cette question vient de ce qu'il nous dit, c'est-à-dire qu'il a vu dans les sondages que c'était face à Marine Le Pen disons que c'était Emmanuel Macron qui serait le plus fort face à Marine Le Pen. Que c'était Emmanuel Macron qui avait le plus de chances de réussir à faire perdre Marine Le Pen. Et du coup, ça lui a fait changer sa stratégie de vote pour essayer d'être le plus efficace possible contre Marine Le Pen. Et c'est pour ça qu'il a voté pour Emmanuel Macron. Ça, c'est ce qu'on appelle le vote utile. Le fait qu'on va voter de façon stratégique, pas forcément en fonction pour le candidat auquel on aurait voulu voter au départ, pour lequel on a le plus d'affinité idéologique, mais pour le candidat où on pense que stratégiquement il a le plus de chances de réussir ou d'être élu. Et évidemment, comment on sait quel candidat a le plus de chances d'être élu? C'est grâce au sondage. Donc on voit que pour cette partie du vote, le vote utile, en fait, les sondages sont très importants, ils influencent les votants, puisque c'est à partir des sondages que les votants vont développer des stratégies de vote pour telle personne ou contre telle personne. Et évidemment, si les sondages n'étaient pas là, ils ne pourraient pas faire ces anticipations-là, ou ils feraient des anticipations différentes, et du coup, les résultats seraient sûrement différents. Donc il y a bien un effet du vote il y a bien un effet du sondage sur le vote des individus. Deuxième question, on vous demande quel effet a pu avoir l'effet bandwagon sur les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Donc l'effet bandwagon, c'est l'effet... bandwagon en anglais, ça veut dire wagon de tête. Donc c'est l'effet wagon de tête, c'est l'effet on vote pour les candidats qui sont les plus hauts dans les sondages. Là, on peut voir que Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient de fait annoncés comme les gagnants du premier tour depuis longtemps. On faisait des sondages sur le deuxième tour de présidentielle avec eux déjà avant, donc du coup ils étaient les plus hauts dans les sondages et donc c'est eux qui ont profité le plus de l'effet bandwagon, c'est-à-dire que les gens voyant qu'ils étaient le plus haut dans les sondages se sont mis à voter pour eux en disant c'est eux qui ont le plus de chances d'être élus et du coup entre les deux je préfère orienter celui-ci ou celle-là. Troisième question, quel candidat a pu bénéficier d'un effet underdog lors de l'élection présidentielle? Alors l'effet underdog, c'est l'effet inverse de l'effet bandwagon, c'est quand on va voter pour quelqu'un qui n'est pas donné gagnant dans les sondages, quelqu'un qui est donné plutôt perdant ou un peu à la traîne, et justement on va décider de voter pour lui pour le faire remonter en se disant non, il faut se mobiliser pour ce candidat ou cette candidate-là, parce qu'elle est ou il est trop bas dans les sondages. Alors, là, c'est vrai que vous n'étiez pas très grand à l'élection de 2017, il faut se rappeler un petit peu du contexte, mais a priori, l'homme politique qui a le plus bénéficié d'un effet underdog, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il a fait près de 20% le jour de l'élection, alors que les sondages le donnaient en dessous de ça, et surtout, c'est bien au-dessus de ce qu'il avait fait aux dernières élections en 2012, où il s'était aussi présenté, mais il avait fait un score beaucoup moins important. Donc, on peut voir qu'il a effectivement bénéficié de cet effet underdog. Question 4. Quel peut être l'effet des sondages préélectoraux sur le taux d'abstention? Ça, c'est une question intéressante sur l'abstention. Petit rappel, l'abstention, c'est le fait de ne pas aller voter. C'est quelqu'un qui s'abstient, c'est quelqu'un qui est inscrit sur les listes électorales, qui pourrait aller voter, mais qui ne va pas voter. Et en fait, là, ce qu'il faut voir, c'est que, comme l'effet bandwagon est fort, c'est-à-dire que les gens ont tendance à aller voter pour ceux qui sont premiers dans les sondages, en règle générale, ceux qui sont effectivement premiers dans les sondages finissent effectivement par être élus. Cela dit, c'est pas forcément étonnant. Le but des sondages, normalement, c'est de mesurer l'opinion publique. Donc s'ils font bien leur boulot, c'est pas étonnant qu'ils arrivent à prévoir les élections. C'est un peu d'ailleurs ce qui a fait gagner leur lettre de noblesse au sondage, c'est quand ils ont réussi à prévoir les élections présidentielles, de Gaulle notamment en 65, mais aussi de Roosevelt aux États-Unis dans les années 40. Donc c'est pas forcément étonnant que les sondages arrivent à prédire les élections présidentielles. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si les sondages arrivent tout le temps à prédire les élections présidentielles, on peut se dire que quand on voit des sondages préélectoraux et qu'on voit qu'un tel est toujours gagnant, toujours en tête, ça donne la fausse impression que l'élection est déjà jouée. En fait, que ça sert à rien d'aller voter puisque tous les sondages disent qu'un tel va gagner, donc c'est déjà joué, quoi. Un tel va gagner, on le sait. Et donc du coup, ça peut avoir pour effet de démobiliser les votants, de se dire moi j'ai pas envie d'aller voter si de toute façon on sait déjà, tous les sondages donnent déjà le gagnant donc ça sert à rien, et du coup de ne pas aller voter. Et donc l'effet que peuvent avoir les sondages préélectoraux sur le taux d'abstention, c'est de faire augmenter en fait le taux d'abstention, c'est-à-dire de faire qu'il y a plus de gens qui s'abstiennent, plus de gens qui ne vont pas voter. C'est à double tranchant, puisque forcément, si les gens ne vont pas voter, ça change le pourcentage de vote, et ça fait qu'il y a plein de gens qui du coup,
ça pourrait modifier les résultats de l'élection. C'est notamment en partie ce qui s'est passé en 2002. Alors je sais qu'en 2002, ça doit être... vous étiez sûrement pas né d'ailleurs. Mais en 2002, tout le monde pensait qu'il y aurait au deuxième tour Jacques Chirac, qui était le président sortant, et Lionel Jospin, qui était son Premier ministre, donc un homme de droite, un homme de gauche. Et en fait, la plupart des personnes de gauche n'ont pas voté pour Lionel Jospin pour plusieurs raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, notamment parce qu'il y avait beaucoup de petits partis à gauche qui s'étaient présentés, et beaucoup de gens se disaient non, de toute façon c'est sûr que Lionel Jospin sera au deuxième tour, donc je voterai pour lui au deuxième tour, mais là pour l'instant je préfère aller voter pour un autre petit parti, pour les Verts, pour Christiane Taubira, ou pour des partis encore plus à gauche. Et du coup, finalement, il n'y a pas suffisamment de personnes de gauche qui ont voté pour Lionel Jospin, et Lionel Jospin n'est jamais arrivé au deuxième tour. Et c'est pour ça que 2002 est resté un peu une date dans les élections présidentielles françaises, puisque c'est la première fois que le Front National est arrivé au deuxième tour de présidentielle, et on a eu un deuxième tour, Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen. Et donc on peut voir que, de fait, les sondages peuvent avoir des effets très forts sur les résultats, et c'est déjà arrivé dans l'histoire. 5e question, d'après vos connaissances, donnez un exemple où les sondages ont influencé les stratégies de campagne électorale sur les acteurs politiques. Alors oui, là on vient de montrer que les sondages, ça pouvait avoir un effet sur les votants, mais là la question vous demande, est-ce que les sondages, ça peut avoir un effet sur les acteurs politiques, sur les hommes et les femmes politiques. Et ça... tu dis bonjour ? Et ça, c'est ce que vous aviez vu notamment dans le reportage que je vous avais demandé de voir pour le DM. C'est notamment ce qui s'était passé pour le cas de la campagne aux primaires de la droite d'Alain Juppé. Le problème, c'est que les chiffres publiés dans la presse sont scrutés à la loupe par les candidats. Ils s'en servent comme une boussole et parfois, cela peut même contribuer à leur perte. Ils ont beau scander le nom de leur candidat favori. Ce soir de novembre, Alain Juppé perd la primaire de la droite. Une défaite surprise. Pendant les 2 années précédentes, tous les sondages ont placé Alain Juppé en tête. Le préféré, c'est Juppé. A-t-il déjà gagné? Ces sondages de victoire, les militants y ont cru. Comme Wissem, au point d'avoir influencé sa façon de mener campagne pour son candidat. Je ne dirais pas que j'y ai cru d'autant plus parce que j'y croyais franchement, mais je me suis mobilisé d'autant moins, ça c'est un fait. Et ça ne pousse pas les soutiens d'Alain Juppé à aller dans la rue, tracter. Moi, je vais me prendre comme exemple, j'ai commencé à tracter lundi dernier parce qu'avant ça, je considérais que c'était gagné au moins jusqu'à la primaire et si ce n'est jusqu'à la présidentielle. Donc si vous voulez, c'est plutôt contre-productif pour un candidat quel qu'il soit d'être placé en tête des sondages. Les sondages ont-ils aussi influencé le candidat malheureux? Ont-ils induit en erreur sa garde rapprochée et même son directeur de campagne Gilles Boyer? Cette victoire annoncée, devenue une défaite cinglante, a fait réfléchir l'ancien directeur de campagne d'Alain Juppé. De cet échec, Gilles Boyer a tiré une leçon qu'il vient dédicacer. Les sondages ont été omniprésents pendant toute la campagne des primaires, et pour lui, ce ne sont pas que des bons souvenirs. Primaire, Juppé creuse l'écart sur Sarkozy. Ça doit être fin 2015. Et l'autre exemple, 1 an après, a-t-il déjà gagné? Ça c'est terrible. Et on est dans un moment où personne n'aime lire ça. D'abord, tout le monde a envie d'un duel, tout le monde a envie d'un match, tout le monde a envie d'un suspense. Donc celui qui a déjà gagné, on l'aime pas. Ou plutôt, on a envie de faire monter le deuxième pour que le duel se réinstalle. Mais il ne s'en méfie pas, bien au contraire. Gilles Boyer se laisse aveugler par ces sondages flatteurs. Ils ont eu une vertu psychologique essentielle, parce qu'ils ont installé pour nous l'idée qu'Alain Juppé était un candidat crédible, solide, en capacité de l'emporter, non seulement à la primaire, mais aussi à la présidentielle. Donc ça nous a servi pour nourrir la campagne durant ces 2 années.
Et en même temps, ça a été aussi un poison, parce que ça nous a sans doute empêché de voir un petit peu à l'avance, d'anticiper les fragilités de sa candidature. Et on l'a vu à la toute fin, lorsque c'était trop tard pour les modifier. L'influence des sondages est telle que Gilles Boyer va même se tromper sur la stratégie à suivre lors du premier débat de la primaire. Au moment de préparer ce débat, moi j'ai pas pu ne pas m'extraire des sondages. Je me suis dit, au fond, Alain Juppé est en tête, il est favori. Donc quand on est favori et qu'on aborde un exercice aussi périlleux, parce que c'est le cas, est-ce qu'on doit prendre des risques ou bien est-ce qu'on doit au contraire jouer une forme de match nul qui au fond gèle les positions? Moi j'ai choisi la deuxième stratégie. Et s'il n'y avait pas eu les sondages, j'en aurais probablement choisi une autre, en me disant il faut marquer des points, c'est le moment, etc. Voilà, donc c'est un exemple concret où inconsciemment, psychologiquement, j'ai pas pu m'empêcher de prendre en considération les sondages. Où on avait vu que tous les sondages donnaient gagnant Alain Juppé, tout le monde disait que Alain Juppé allait gagner les primaires de la droite, et du coup Alain Juppé n'a pas vraiment fait campagne activement. Il a un peu considéré que c'était déjà gagné, il a fait une petite campagne, mais sans dépenser beaucoup de moyens, et ça a fait que François Fillon a été finalement élu, François Fillon du coup qui a bénéficié d'un effet underdog sur cette campagne-là, puisque justement c'est lui qui est sorti gagnant des primaires. Bon, il n'a pas gagné la présidentielle derrière, mais du coup, on peut voir que ce qu'il faut retenir ici, c'est que les sondages peuvent influencer aussi bien les votants que les acteurs politiques. On a fini pour ce document-là, on va faire le petit à retenir, les éléments importants qu'il faut retenir sur ce document. À retenir, les sondages influencent les stratégies des votants comme des acteurs politiques. En effet, les individus ne votent pas seulement selon leurs opinions politiques, mais votent également en fonction de ce qu'ils croient savoir de l'opinion publique qui leur est communiquée par les sondages. On constate ainsi que les candidats en tête dans les sondages peuvent bénéficier d'un effet d'entraînement, qu'on appelle souvent le vote utile, c'est l'effet bandwagon. Parallèlement, les candidats donnés perdants peuvent aussi connaître un surplus de vote en réaction au sondage, c'est l'effet underdog. Même chose, ici, j'ai encore respecté la forme argumentative AEI, affirmer, expliquer, illustrer, et je vous invite à faire de même dans vos argumentations. Voilà, on a fini pour cette partie du cours, on va maintenant passer au grand B pour la dernière partie de ce chapitre. Là, ce qu'on va voir dans le grand B, c'est pas dans l'effet des sondages au moment des campagnes qu'au moment de la gouvernance, de comment on gouverne avec les sondages. Donc on passe tout de suite au grand B, l'influence des sondages d'opinion sur la vie politique, et le petit 1, gouverner avec les sondages. On passe immédiatement au document 12 qu'on lit ensemble et puis on répondra aux questions après. Document 12, mieux connaître les souhaits de la population grâce aux sondages. Les sondages permettent souvent aux législateurs qui le souhaitent d'affirmer que les éléments qui se font le plus entendre ne représentent pas vraiment les souhaits de l'électorat dans son ensemble. Une bonne illustration de la manière dont les sondages peuvent jouer ce rôle, c'est le cas de la majorité silencieuse, au nom de laquelle Richard Nixon, le président des États-Unis, en 1974, prétendait gouverner. La majorité silencieuse était la réponse donnée par l'administration Nixon aux protestataires qui exigeaient des changements majeurs dans la politique étrangère et intérieure américaine. Selon l'interprétation de l'administration, ces opposants actifs ne représentaient pas l'opinion de la majorité des Américains silencieux qu'exprimaient les sondages. Et on a une image du général de Gaulle avec comme légende, lors du mois de mai 1968, des manifestations violentes et des grèves se déroulent en France, la présidence du général de Gaulle est menacée, pourtant celui-ci obtiendra lors des élections législatives de juin 1968 un large succès, ce qui indique que la majorité silencieuse le soutenait en fait. Et première question, on vous demande, analysez. Que signifie la majorité silencieuse et en quoi les sondages permettent-ils de prendre en compte l'avis de cette partie de la population ? Ce qu'il faut bien comprendre avec l'idée de majorité silencieuse, en fait, c'est tout le sens et tout l'intérêt des sondages initialement. C'est-à-dire qu'en fait, en imaginant qu'il n'y ait pas les sondages, on imagine qu'on vit dans une démocratie où il n'y a pas les sondages, comment on pourrait savoir quelle est l'opinion publique des gens ? On pourrait le savoir un peu par les journaux, par les pétitions, mais en fait, les journaux et les pétitions, pour faire remonter l'avis des gens, c'est pas le plus efficace, et en fait, on connaîtrait l'avis de qui ? On connaîtrait l'avis des gens les plus bruyants, ceux qui vont manifester, ceux qui s'opposent très fortement. Typiquement, en France, il y a 2 ans, ça aurait été l'avis des Gilets jaunes. Voilà, on aurait dit, l'opinion publique, elle est vraiment remontée.
L'idée là-dessus, c'est que du coup, en fait, on va entendre l'avis des gens qui sont les plus bruyants, hein, qui font connaître leur avis, le plus durement. Mais en fait, tous les gens qui ne participent pas à ces manifestations, qui ont un avis modéré, en fait, on les entend pas, ces gens-là, parce que du coup, ils vont pas manifester. C'est justement ces gens-là qu'on appelle la majorité silencieuse. C'est-à-dire qu'en fait, le plus souvent, les personnes qui crient le plus fort, ils sont peut-être bruyants, mais en fait, ils sont juste un petit nombre. Et la grande majorité des Français, en fait, n'est pas forcément d'accord avec cette petite minorité bruyante. Et l'idée, c'est que les sondages, justement, comme ils font des échantillons représentatifs de la population, ils permettent qu'on connaisse l'avis de tout le monde, même donc à la fois les gens qui sont très opposés et qui crient très fort, mais aussi les gens qui d'habitude on n'entend pas du tout, qui font partie de cette majorité silencieuse justement. D'habitude on ne les entend pas, mais là grâce au sondage on va pouvoir connaître leur avis et du coup ça permet de connaître l'avis de tous les Français. Enfin tous les Français ou tous les Américains hein, dans le cas de Nixon. Donc les sondages sont donc un outil ultra pertinent pour réussir à mesurer l'opinion publique, parce que si on ne se fiait qu'à ceux qui crient le plus fort, en fait, on n'écouterait que l'opinion d'une petite partie de la population. Deuxième question, montrer que les sondages en ce sens représentent un outil important en démocratie, c'est un peu ce qu'on vient de dire, hein. C'est l'idée que si on ne se fiait qu'aux gens qui crient le plus fort, en fait, on ne satisferait l'opinion que d'une minorité. Or, en démocratie, il faut quand même pouvoir favoriser le plus grand nombre de personnes. Donc justement, les sondages sont importants parce qu'ils permettent de connaître l'opinion du plus grand nombre. C'est pour ça que c'est un outil important et nécessaire en démocratie. Cela dit, on va passer à la question 3. Discuter, le rôle du pouvoir politique est-il toujours de répondre aux désirs de l'opinion publique ? Quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle conception ? Et c'est là qu'il faut quand même avoir à l'esprit que le but d'un homme politique, c'est pas forcément de suivre forcément l'opinion publique tout le temps. Que dès qu'il y a un nouveau problème, de suivre l'opinion majoritaire des sondages. Par exemple, imaginez, c'est dans l'activité que je vous demandais de faire, il y avait une majorité de Français qui pensaient que la chloroquine était efficace. Je sais plus combien, c'était 59% de Français pensaient que la chloroquine était efficace quand on a posé la question le 4 avril dernier. Si le gouvernement se fiait uniquement au sondage pour prendre ses décisions, ils auraient autorisé la vente de la chloroquine dans les pharmacies et tout le monde s'en serait pris, alors qu'on sait que maintenant c'est plutôt inefficace, voire dangereux si on n'a pas de maladie que permettent de soigner la chloroquine. Donc, l'idée, c'est ça, c'est les politiques ne doivent pas nécessairement se conformer à ce que pense la majorité de la population, parce que ça pourrait entraîner une espèce de tyrannie de la majorité et surtout une tyrannie envers ceux qui pensent un petit peu différemment, en fait. Et en plus, il faut garder à l'esprit quelque chose de très important, c'est que parfois, il y a des points sur lesquels les gens ne sont pas informés. Ça, c'est ce qu'on vient de dire avec la chloroquine, et aussi ce que Pierre Bourdieu avait montré déjà. Donc du coup, on peut pas durablement aller à l'encontre de l'opinion publique, bien sûr, mais il ne faut pas non plus suivre tout ce que veut l'opinion dès qu'il le veut. Et justement, on va voir dans le document suivant un exemple où le gouvernement n'a pas forcément suivi l'opinion publique de l'époque, et maintenant on ne peut pas vraiment dire qu'il a eu tort. Donc c'est le document 13, décision du pouvoir politique, reflet ou non de l'opinion publique. Et on va étudier le cas de la peine de mort. La peine de mort a été abolie en France en 1981 sous la présidence de François Mitterrand. En 1981, au premier jour des débats, un sondage montre que 62% des Français sont favorables à la peine capitale, donc la majorité, mais l'abolition de la peine de mort sera quand même adoptée par les députés par 363 voix pour et 117 voix contre. Et ensuite, on voit un graphique où on voit les réponses à un sondage qui a été posé à plusieurs années de suite de la même façon. Donc, faut-il rétablir la peine de mort ? Et on voit l'évolution de l'opinion publique de 1988 à 2015. Et on voit qu'en fait, l'opinion publique a complètement changé. C'est-à-dire qu'en 1988, il y a encore une majorité de Français qui sont d'accord pour le rétablissement de la peine de mort, donc qui sont pour la peine de mort.
Et on voit qu'en 2015, ils sont minoritaires, ils sont environ 30%, et il y a près de 60-70% de Français qui sont contre la peine de mort, donc pour le non-rétablissement. Alors justement, c'est un peu ce qu'on vous demande, donc petit entraînement graphique. En 1888, quel pourcentage de Français étaient en faveur du rétablissement de la peine de mort? À combien s'élève ce chiffre en 2015 et quel constat peut-on en tirer? Donc comme je viens de le dire, en 1988, il y a environ 60% des Français qui sont en faveur d'un rétablissement pour la peine de mort, et ce chiffre est d'environ 30% en 2015, donc 2 fois moins. On peut en déduire que l'opinion publique a changé sur le sujet, tout simplement. Elle était majoritairement pour la peine de mort en 88 et elle est plutôt contre la peine de mort aujourd'hui. Question 2 ou question 9 pour ce document-là. Comment l'abolition de la peine de mort en 1981 a-t-elle pu jouer un rôle dans l'évolution de l'opinion publique sur le sujet? Il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là, mais l'idée c'est que déjà l'abolition de la peine de mort, le fait qu'elle ait été abolie, ça a permis à chaque camp de défendre, parce que forcément quand on fait voter une loi, il y a des débats à l'Assemblée, donc ça a permis à chaque camp de défendre son point de vue, donc ça a fait que tout le monde a pu voir les arguments des uns et des autres. Et ça a pu déjà convaincre une partie de la population qui était opposée à l'idée. Et en plus, il faut voir aussi autre chose, c'est que donc les gens étaient contre au début l'abolition de la peine de mort alors que la peine de mort était légale. Et on voit d'année en année, après que la peine de mort a été l'abolition de la peine de mort a été votée, que finalement il n'y a pas eu plus de crimes, il y en a même eu plutôt moins. Et on voit que les gens qui étaient contre l'abolition de la peine de mort, ils ont pu constater que le fait de l'avoir abolie, ça n'avait pas conduit à une désorganisation sociale quelconque, et donc du coup ça a pu changer leur point de vue là-dessus. Et ensuite on pourrait noter un troisième argument aussi, l'effet de génération. Entre 1988 et 2015, dans les populations qui sont interrogées, il y a eu un renouvellement de génération, et en règle générale les avis changent aussi avec les générations. On sait que les personnes plus âgées ont tendance souvent à être plus conservatrices, donc à vouloir laisser les lois et laisser les traditions comme elles sont, là où les plus jeunes veulent plus souvent changer les choses. Donc ça paraît normal qu'en 2015, il y ait plus de gens qui aient changé d'avis par rapport à ceux qui étaient avant 1981. Voilà. On a fini pour cette première sous-partie, donc ce qu'il faut conclure, ce qu'il faut retenir ici, c'est l'idée que effectivement les sondages sont important en démocratie parce que ça permet aux individus, aux hommes politiques de connaître l'opinion publique, de connaître l'opinion de la majorité silencieuse, donc c'est important, c'est un outil qui leur sert à prendre des bonnes décisions, mais il ne faut pas non plus suivre tout ce que font les sondages, et parfois ça peut être au contraire très important politiquement de prendre certaines décisions à l'encontre de l'opinion publique. Et on voit la même chose ici, c'est-à-dire qu'a priori, individuellement, on peut comprendre qu'on aimerait tous ne pas être confinés, et ce serait mieux de ne pas être confinés. Mais on sait très bien que si le gouvernement confine, c'est pas parce que ça lui fait plaisir, mais c'est parce que c'est une stratégie sanitaire qui a pour but de réduire la contamination. Donc, à retenir, même s'il doit en tenir compte, le gouvernement ne doit donc pas suivre aveuglément les sondages d'opinion pour prendre des décisions. En effet, un gouvernement qui suivrait sans arrêt l'opinion publique risquerait de ne pas pouvoir faire de politique cohérente, notamment parce que l'opinion publique est diverse et parce qu'elle peut se modifier avec le temps. Sur la question de la peine de mort, par exemple, on peut voir que la loi a précédé l'opinion, qui s'oppose majoritairement à la peine de mort après qu'elle a été abolie. Voilà. Encore une fois, les paragraphes AEI, les à retenir suivent la structure AEI, affirmée, expliquée, illustrée. On passe maintenant à la deuxième sous-partie. Justement, on va voir que, donc, ce qu'on vient de dire, c'est qu'effectivement, les sondages sont importants en démocratie parce qu'ils permettent de connaître l'opinion publique, mais qu'il ne faut pas non plus suivre aveuglément l'opinion publique pour les hommes politiques. Et justement, ce qu'on va montrer, c'est que quand il y a trop de sondages, on peut arriver à une dérive dans nos sociétés démocratiques, c'est que les personnalités politiques essayent trop de suivre l'opinion publique, et ça donne des politiques à la fois qui ne sont pas cohérentes ou des effets qu'on appelle de communication, c'est-à-dire des façons de parler à l'opinion publique juste pour lui faire plaisir, mais sans forcément de politique derrière. Et tout ça, c'est ce qu'on va appeler la démocratie de l'opinion. Donc petit 2, mais la profusion des sondages peut mener à la démocratie de l'opinion,
Et on commence par un document qui traite plus spécifiquement de la communication politique. Donc on va prendre le document suivant sur votre dossier documentaire, c'est le document 16, prenez-le et puis on va le lire ensemble puis répondre aux questions. Donc document 16, le rôle des sondages sur la communication politique. Les sondages d'opinion n'ont cessé de se diffuser sous différentes formes, de la réaction instantanée de la population à une décision du gouvernement, à la création de cotes de popularité des professionnels de la politique, accélérant considérablement le rythme de la vie politique qui prend désormais l'allure d'une course de chevaux, et incitant les compétiteurs à se livrer à des coups de communication afin de peser sur l'opinion. Les politiques se sont progressivement acclimatés à la pratique des sondages en y ayant recours aussi bien pour confectionner leurs programmes électoraux que pour élaborer et justifier leurs décisions politiques. Donc ça, c'est un extrait du nouveau manuel de sciences politiques d'Antonin Cohen. Et on voit ensuite un sondage qui répond à la question. Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion, ou si vous ne la connaissez pas suffisamment. Et là, on observe du coup le total de bonnes opinions en pourcentage. Donc c'est sûrement un pourcentage où on a additionné les excellentes opinions et bonnes opinions, donc les opinions positives. 70% pour Nicolas Hulot, 58% pour Alain Juppé, 51% pour Martine Aubry qui était une femme politique du Parti Socialiste, 49% pour Ségolène Royal, également au Parti Socialiste, qui a été candidate à l'élection, François Bayrou qui est au MoDem, un parti centriste, et Jean-Luc Mélenchon, 48%, qui est le leader de la France Insoumise. Et ensuite, vous avez une notion qui est à connaître, la communication politique. La communication politique, c'est l'ensemble des techniques auxquelles recourent les responsables politiques pour séduire et pour obtenir le soutien de l'opinion publique. Alors, première question qu'on vous pose, on vous demande d'expliquer la comparaison entre la politique et une course de chevaux. Ce qu'il faut avoir en tête, là, quand on parle de course de chevaux, c'est un peu la course de chevaux qu'on a au PMU, quand on va prendre des paris sur tel ou tel cheval en fonction de s'il est en bonne santé ou en mauvaise santé. Et en gros, l'idée, c'est que la vie politique, ça ressemble de plus en plus à une compétition où chacun essaie d'être en tête dans les sondages, comme les chevaux lors d'une course, qui essayent chacun d'être en tête. Et en fait, c'est une expression qui est critique envers les sondages. C'est l'idée que les sondages ne font pas spécialement du bien à la vie politique, puisqu'on pourrait imaginer que le but d'une personnalité politique, c'est de défendre un idéal, de défendre un programme, de défendre des idées, mais pas forcément de vouloir être en tête dans les sondages. Et parfois, ça peut être plus intéressant d'avoir un projet cohérent que simplement faire une petite phrase qui va nous rendre sympathiques dans l'opinion publique. Deuxième question. Quel est le but de ces coups de communication évoqués dans le texte ? Quelle forme peuvent-elles prendre ? Alors, l'idée, là, on est vraiment en train d'étudier ce qu'on appelle la notion de communication politique. Et les coups de communication, c'est toutes ces choses qui permettent de rendre sympathique un candidat pour essayer de montrer que l'opinion publique est d'accord avec lui ou avec elle, et donc de lui faire gagner des points dans les sondages. L'idée, c'est que les coups de communication, ça sert à frapper les esprits et à gagner des points dans les sondages. Ça peut, par exemple, consister à exposer sa vie privée dans les médias, à mener des actions spectaculaires, comme intervenir sur plusieurs lieux à la fois grâce à un hologramme. Ça, vous vous souvenez, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, en 2017... Justement, Jean-Luc Mélenchon est assez habitué à ce qu'on appelle des coups de communication politique. En 2017, il avait fait un hologramme, un meeting politique sous forme d'hologramme, où il était à la fois en meeting à Lyon et en meeting à Paris. Alors, je crois qu'il était réellement à Paris et à Lyon sous forme d'hologramme, et du coup, il a fait les deux meetings en même temps. Et ça, c'était vraiment un coup de communication, parce que c'était un procédé absolument nouveau. Et c'était la première fois qu'on voyait quelque chose comme ça. Et il a réitéré quelque chose de cet ordre-là il y a quelques semaines. Là. Je ne sais pas si vous avez suivi dans l'actualité. Il y a moins de 3 semaines, il a fait un meeting politique son et odeur. C'est-à-dire qu'il était entouré d'écrans. C'était un meeting où il parlait essentiellement de la mer et de l'espace. Et il y avait des odeurs qui étaient diffusées dans la salle, donc notamment des odeurs de la mer et aussi des odeurs de l'espace. Je ne sais pas trop
odeur, on peut mettre pour l'espace. Et là encore, ça a été un franc succès. Et l'idée, c'est de montrer effectivement, c'est un coup médiatique, puisque, encore une fois, c'était un des premiers hommes politiques, je pense qu'à ma connaissance, le premier, à faire un meeting politique avec des odeurs. Évidemment, cette année, dans les coups politiques qu'on peut noter, dernièrement, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de la vidéo d'Emmanuel Macron avec les youtubeurs McFly et Carlito. Ça a été, je crois, la vidéo la plus vue en France cette année, largement plus de 10 millions de vues, puisque c'était la chose à dépasser. Et clairement, il y a beaucoup de commentateurs politiques qui en ont profité pour dire que si Emmanuel Macron, donc président de la République, s'affichait avec des youtubeurs plutôt comiques et beaucoup regardés par les jeunes, c'était justement pour essayer de soigner son image, pour essayer de se donner une image plus jeune, pour essayer de plaire à peut-être des personnes plus jeunes qui peut-être n'avaient pas l'âge de voter en 2017 et pourront éventuellement voter pour lui en 2022. Rien que la semaine dernière, quand il a fait un déplacement en région, je crois que c'était dans la Creuse, si je me souviens bien, il y a beaucoup de gens qui lui ont parlé de plein de choses, de l'hôpital, de l'inflation, de l'économie, et il y a notamment des jeunes qui lui ont simplement interpellé pour lui dire « Ah, j'ai adoré la vidéo que vous avez fait avec McFly et Carlito ». Donc comme quoi, c'est pas des choses qui sont complètement inefficaces et qui sortent de nulle part. Hein. Tous ces pratiques de communication politique, ça participe justement à l'aura d'un candidat. Et on peut se poser la question, puisque effectivement, la communication, c'est pas des actions politiques. On a beaucoup. Emmanuel Macron, c'est probablement l'un des dirigeants politiques français auxquels on a le plus reproché de faire essentiellement de la communication, c'est-à-dire de faire des beaux discours, mais de pas forcément mettre des actions derrière, notamment sur le plan climatique. Je crois que c'est l'un des principaux axes d'attaque des Verts, notamment, donc du parti Europe Écologie Les Verts, qui l'accuse de ne pas avoir fait beaucoup de choses pour le climat, alors qu'il est, soi-disant, plein de belles paroles sur le sujet. On se souvient du discours qu'il avait fait à l'ONU, où il avait dit « Make our planet great again », pour contrebalancer le discours de Donald Trump « Make America great again ». Donc voilà. L'idée, c'est ça, hein, c'est que la communication politique, c'est tous ces actes de participer à des émissions de télé qui ne sont pas forcément des émissions politiques, faire des meetings qui sortent de l'ordinaire, simplement pour essayer d'attirer du public, pour essayer de s'attirer les sympathies d'une population, et du coup monter dans les sondages, mais sans que ce soit forcément des choses qui aient énormément de fond politiquement. Dernière question, on vous demande pourquoi les dirigeants politiques utilisent-ils des sondages pour élaborer leurs programmes électoraux. Ça, c'est quelque chose qu'on vous donne dans le document, effectivement. Hein. Les politiques se sont progressivement acclimatés à la pratique des sondages en ayant recours aussi bien pour confectionner leurs programmes électoraux que pour élaborer et justifier leurs décisions politiques. Alors ça, je pense que c'est quelque chose que vous pourriez trouver. Hein. Les dirigeants, ils utilisent les sondages, car de cette manière, ils sont sûrs d'adopter le point de vue majoritaire. Si on fait des sondages et qu'on voit que 98% des gens sont d'accord avec telle ou telle décision, j'intègre telle ou telle décision à mon programme, et puis comme ça montre que les gens ont tout à fait raison de voter pour moi. Entre guillemets, ce genre de pratique-là, c'est ce qu'on peut appeler des pratiques populistes, c'est-à-dire des pratiques où on essaie de se mettre le peuple dans la poche. Et le fait que... alors, je dis pas que tout le monde, que toutes les personnalités politiques font leur programme comme ça. Hein. Souvent, ça peut être aussi qu'ils prennent simplement certaines décisions de leur programme en fonction de l'opinion publique. Mais l'idée, c'est que s'ils prennent leurs décisions juste en fonction de l'opinion publique, ils sont tout à fait capables de retourner leur veste quand l'opinion publique change. Hein. Ça signifierait en fait qu'ils ont moins de convictions politiques qu'auparavant et qu'ils préfèrent simplement adopter des positions consensuelles. Et en fait, on pourrait dire que c'est bien d'une certaine façon, parce que, après tout, pourquoi pas avoir des personnalités politiques qui ont des positions qui reflètent celles de la population. A priori, ils sont quand même là pour diriger la population en son nom. Après, on peut aussi se dire que la population n'est pas forcément toujours la mieux informée sur certains problèmes, et que l'opinion publique, il y a aussi des problèmes dans la mesure. Hein, vous vous souvenez de tout ce qu'on a dit sur la limite
des sondages pour mesurer l'opinion publique, entre la question qui est posée, entre les marges d'erreur, entre la compréhension que les gens ont de la question qui est posée, on peut se dire que, en fait, les résultats sur certaines questions qu'on voit dans les sondages ne sont pas toujours forcément les plus appropriés et que peut-être ce serait plus intéressant pour une personnalité politique d'avoir un programme cohérent avec des convictions cohérentes et qui fonctionnent bien entre elles que simplement se laisser guider par les sondages et changer d'opinion dès que l'opinion majoritaire change. Et justement, cette dérive qui pourrait arriver à la démocratie, c'est ce qu'on appelle la démocratie d'opinion, et c'est ce qu'on va étudier dans le dernier document, le document 17, qui étudie ce concept précis de démocratie d'opinion. Donc on y va, document 17, de la démocratie représentative à la démocratie d'opinion. Le politiste Bernard Manin a offert une des analyses les plus stimulantes de la démocratie du public, expression qu'il préfère à celle de démocratie d'opinion. La domination des partis est selon lui remise en cause à partir des années 1970 par le développement d'une démocratie du public, liée au déclin des identifications partisanes. Alors, les identifications partisanes, c'est le fait de se sentir comme faisant partie d'un parti, justement. Par exemple, moi, je me sens appartenir au PS, ou moi, je me sens appartenir aux Républicains, ou je me sens appartenir au Front de gauche, ou etc. etc. Donc, l'idée, ce qu'il est en train de dire ça, quand il dit qu'il y a un déclin des identifications partisanes, c'est que les gens se sentent moins appartenir à un parti. Et même, ça va même plus loin que ça, c'est que les gens se sentent moins comme étant de droite ou étant de gauche, d'ailleurs. C'est une des raisons qui fait que Emmanuel Macron a gagné en 2017, notamment parce qu'il se présentait lui-même comme étant ni de droite ni de gauche, et ça a plu à beaucoup de Français. La preuve, il s'est fait élire. Donc, je reprends. Lié au déclin des identifications partisanes, l'emprise des médias, des sondages, du marketing et de la personnalisation croissante de la vie politique, l'électorat ou les citoyens apparaissent comme un public qui réagit aux propositions qui lui sont faites sur la scène publique, essentiellement médiatique, et construite en fonction de leurs préférences mesurées par les sondages. Dans ce troisième âge de la démocratie représentative, succédant à la démocratie des notables et des partis, le peuple est moins représenté par les parlementaires ou par les formations partisanes que par l'opinion publique. Et ensuite, on voit justement un schéma bilan, un graphique qui a été fait à partir du livre de Bernard Manin, où on a 4 points. Le déclin des identités partisanes, l'emprise des médias, de la communication politique, l'omniprésence des sondages et la personnalisation de la vie politique. Tout ça qui mène à la fameuse démocratie d'opinion, qui mène à 2 choses, une sélection des candidats selon leur image médiatique et une conception des citoyens commune d'un public qui réagit aux propositions politiques construites à partir des sondages. Alors, on va essayer un petit peu de démêler tout ça, démêler tout ce qu'on vient de dire et préciser un petit peu ce qu'on entend par démocratie d'opinion. Premièrement, on vous demande quel est le rôle attendu des partis politiques dans la démocratie représentative et qu'en est-il aujourd'hui. Justement, donc on va s'intéresser un petit peu aux partis. C'est quoi en fait le rôle d'un parti politique, que ce soit la France Insoumise, les Républicains, le Rassemblement National, etc. Dans une démocratie représentative, il est attendu des partis politiques en fait qu'ils structurent, qu'ils représentent des préférences politiques du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, on sait quand on vote pour un parti ou quand on appartient à un parti qu'il y a un socle d'idées communes et qui vont les faire connaître ces idées. Ils vont essayer de faire élire ces idées-là, de se faire élire sur ces idées-là. On sait par exemple que quand on vote pour un tel, en fait, on vote aussi pour telle idée ou pour un tel, pour telle autre idée. Donc, certains partis peuvent être contestataires, c'est-à-dire porter une vision du monde différente de celle du pouvoir, mais ce qu'il faut voir, c'est que justement, dans le contexte d'une démocratie de l'opinion, les partis politiques, ils voient leur rôle affaibli, parce que justement, on va personnaliser à l'outrance l'élection, c'est-à-dire qu'en fait, on vote plus dans les élections présidentielles, on vote plus pour un parti qui essaye de porter des idées, mais pour une personnalité, c'est-à-dire pour une personne, et par exemple on va voter pour lui parce que il est cool, il est beau gosse, ou elle est belle gosse, mais pas forcément parce que il défend des idées
des idées politiques qu'on a envie de défendre. Évidemment, là, je suis en train d'exagérer pour la compréhension, mais c'est un petit peu ça l'idée qu'il y a derrière le déclin des partis, c'est qu'en fait, quand on est dans un régime où il y a une ultra-personnalisation de la vie politique, les partis politiques sont affaiblis, et du coup, le rôle qu'ils avaient avant de défendre des idées, de structurer les idées, s'affaiblit également. Deuxième question, on vous demande repérer quels sont les 3 âges de la démocratie représentative et expliquer brièvement chacun d'eux. Alors, c'est ce qu'ils disent à la fin du document, dans la petite phrase. Dans ce 3e âge de la démocratie représentative succédant à la démocratie des notables et des partis, le peuple est moins représenté par les parlementaires ou par la formation partisane que par l'opinion publique. Alors en fait, le premier âge de la démocratie, c'est l'âge des notables, c'est-à-dire que le peuple est représenté par une minorité de personnes influentes. C'est ce qu'on avait dit en fait, avec le développement du vote, l'opinion publique est avant tout devenue l'opinion des parlementaires. En fait, on vote pour des parlementaires, pour des députés, et c'est eux qui représentent l'opinion publique. Deuxième âge, l'âge des partis, c'était très vrai, deuxième moitié du XXe siècle, les années 70-80, les partis étaient très forts, et le peuple était représenté par les partis politiques, par les représentations partisanes. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens par rapport à aujourd'hui, une très grande majorité de personnes qui étaient encartées à un parti, qui appartenaient à un parti. Et du coup, le peuple était représenté par les partis, en disant qu'en fait, globalement, si on voyait quel pourcentage les partis obtenaient à la fin du premier tour de présidentielle, on connaissait à peu près l'opinion publique sur les grandes questions. Ce qui est moins le cas aujourd'hui, puisque justement on arrive aujourd'hui au 3e âge, la démocratie d'opinion, ou démocratie de l'opinion, où le peuple est en fait représenté par l'opinion publique. On arrive à un nouvel âge où en fait, il y a plus vraiment, c'est plus vraiment les députés, c'est plus vraiment les partis politiques qui représentent les idées du peuple, mais directement l'opinion publique. On va vous donner un sondage en vous disant, voilà, le peuple il pense ça, il pense ce qu'il y a dans le sondage. Du coup, 3e question, définir qu'est-ce que la démocratie d'opinion ou démocratie du public, ça c'est Bernard Manin qui appelle ça la démocratie du public, c'est la même chose que démocratie d'opinion. La démocratie d'opinion, ça c'est une définition à connaître, à encadrer, à apprendre, c'est une forme de la démocratie représentative qui est marquée par l'influence des médias et des sondages, ainsi que l'importance de la communication politique, où les actions politiques sont menées en fonction de l'opinion publique. Donc l'idée à comprendre, c'est vraiment ça, c'est que c'est une étape de la démocratie représentative où les sondages sont omniprésents. Il y a beaucoup de sondages tout le temps partout et ça devient la seule source de légitimité. C'est-à-dire qu'en fait, oui, vous pouvez pas penser ça parce que regardez, la majorité des Français pensent ça. Et donc, les personnalités politiques se voient un peu obligés de prendre leurs décisions en fonction de l'opinion publique. Et on avait montré que c'était pas forcément toujours la meilleure idée. Ce qui veut pas dire qu'il faudrait jamais tenir compte de l'opinion publique. Bien sûr que non, c'est pas ça l'idée. Mais toujours faire immédiatement ce que veut l'opinion au moment où elle l'énonce, c'est pas forcément toujours la meilleure idée. Question 4, déduire en quoi les sondages ont-ils pu contribuer à l'avènement d'une démocratie d'opinion. L'idée c'est que les sondages permettent l'avènement d'une démocratie d'opinion parce qu'ils sont devenus l'outil principal par lequel on connaît l'opinion publique et donc que les dirigeants vont utiliser pour connaître l'opinion publique. Ils sont utilisés pour connaître les souhaits des citoyens et surtout pour connaître les réactions aux politiques qui sont menées. Il y a ça qui est très important aussi, c'est que quand on fait telle ou telle politique, on va tout de suite faire un sondage pour voir ce qu'en pensent les Français, est-ce qu'ils sont favorables, défavorables, essayer de tâter le pouls de la population comme ça en temps réel pour savoir s'ils sont favorables ou non à ces nouvelles lois, à ce qu'on passe, etc. Et puis en plus, les sondages y contribuent aussi à la forte personnalisation dont on a déjà parlé de la vie politique, puisque justement dans les sondages préélectoraux, on va vous demander à chaque fois qu'est-ce que vous pensez de un tel, est-ce que vous voteriez pour un tel ou pour un tel, et donc du coup ça met en avant des personnes plus que des idées ou des partis, parce que c'est plus facile de vous demander est-ce que vous voteriez pour un tel que de vous demander est-ce que vous êtes pour plus de redistribution ou moins d'impôts, quelque chose comme ça. Donc du coup, c'est un petit peu tout ça, ce qui fait que les sondages, c'est l'outil principal utilisé pour connaître l'opinion des Français, pour connaître leurs idées, leurs réactions sur telle ou telle politique. Et en plus, c'est l'outil principal de la personnalisation de la vie politique, puisque c'est en demandant l'avis des Français sur telle ou telle
personnalités politiques qu'ont fait les sondages préélectoraux. Et enfin, dernière question, comment la démocratie d'opinion modifie-t-elle la sélection du personnel politique ? Donc, question intéressante, c'est en gros, en quoi les sondages et la démocratie d'opinion va modifier qui se retrouve au pouvoir. Et l'idée, c'est que, en fait, dans ce régime démocratique, comme il y a de plus en plus de place accordée à la représentation médiatique, politique et à la popularité, ça fait que c'est davantage la popularité des personnalités politiques plus que finalement vraiment leurs idées qui va compter. Donc en fait, ce que ça change, c'est que les chances pour un homme politique ou une femme politique d'être élu lors d'une primaire ou lors d'une présidentielle, ça va moins reposer en fait sur ses idées, sur ses positions au sein du parti ou ses identifications partisanes, que vraiment sur sa popularité. Sur sa popularité estimée à un moment donné, et évidemment elle est estimée comment ? Grâce au sondage. Et finalement, ce qui fait, ce que ça a pour effet, c'est que finalement ceux qui vont finir par être élus, c'est ceux qui sont le plus populaires à un moment donné, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont populaires, plus que vraiment ceux qui viennent d'un parti politique et qui ont défendu des idées toute leur vie. Et d'ailleurs, on peut illustrer un petit peu ça avec l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, puisque justement, on avait observé quelque chose de cet ordre-là, lorsque Emmanuel Macron commence à vraiment monter dans les sondages, c'est-à-dire il commence à être inclus dans les... Il annonce qu'il se présente au présidentiel, donc il est inclus dans les sondages parce qu'il commençait déjà à être connu. Il avait été ministre de l'économie sous François Hollande dans le gouvernement avant. Et du coup, de façon assez logique, les sondeurs commencent à l'inclure dans les sondages. Et il reçoit pas mal d'intentions de vote, ce qui lui donne de la crédibilité, comme l'effet même qu'on a déjà montré. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, à ce moment-là, Emmanuel Macron n'avait pas encore déterminé de programme politique. De tous les candidats à la présidentielle de 2017, c'est le candidat, je crois, qui a divulgué son programme le plus tard. C'est-à-dire qu'il avait pour l'instant fait de la communication, lancé des grandes idées en disant oui, je veux améliorer la vie des gens, etc. Bon, des trucs assez généraux, tous les hommes politiques pourraient dire quelque chose comme ça, je veux améliorer la vie des gens. Mais il avait encore défini aucune idée précise. Il avait pas encore publié son programme. Et pourtant, il y avait beaucoup de gens qui étaient enclins à voter pour lui, et il était très haut dans les sondages, ce qui montrait qu'en fait, il était assez populaire. Et c'est un petit peu ça, du coup, qu'on peut mesurer sur la façon dont la démocratie d'opinion est modifiée, c'est qu'en fait, la popularité ne se mesure pas uniquement à l'aune des idées politiques. Évidemment, les idées politiques restent quand même importantes. Si au moment où il a publié son programme, il y avait eu n'importe quoi dedans, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il avait annoncé, les gens auraient quand même pas voté pour lui. Mais ce que ça permet de voir, c'est que le programme et les idées politiques ne seront pas aussi importantes que ce qu'elles ont pu être par le passé. Et par contre, la communication politique, la façon de présenter et la popularité devient de plus en plus importante. Voilà, donc on a terminé pour ce chapitre 4 sur l'opinion publique. Je vous laisse remplir la synthèse de fin de chapitre. On se revoit vendredi pour de la méthodologie. On va apprendre la partie 3 de l'épreuve composée. Et en attendant, prenez soin de vous et on se revoit la semaine prochaine.